14 juillet 1789. Paris étouffe dans la chaleur, dans la peur et dans la colère. La Bastille, immense forteresse de pierre, se dresse comme l'ultime symbole de l'absolutisme. À son pied, une foule affamée, épuisée, prête à risquer sa vie. Dans le grondement des tambours et de la poudre, le peuple de France s'apprête à accomplir un geste qui changera le destin du royaume. Ce jour que personne à Versailles ne prend encore vraiment au sérieux est en réalité le premier souffle de la Révolution française. Au printemps de l'année 1789, Versailles semble, à première vue, paisible. Les rues fourmillent, les marchés se remplissent, les commerçants s'interpellent. Pourtant, derrière ce tableau familier, un malaise profond déchire la société. Les récoltes ont été désastreuses. Le pain, nourriture, essentiel des classes pauvres, atteint des prix impossibles. En quelques années, son coût est passé d'une douzaine de livres à 40 livres. Les salaires, eux, n'ont pas bougé. Les murmures deviennent des plaintes. Les plaintes deviennent des cris. Les cris deviennent des émeutes. Mais la crise alimentaire, aussi violente soit-elle, n'explique pas seule la colère qui monte partout dans le royaume. Depuis plusieurs décennies, les écrits de Voltaire, de Rousseau et de Montesquieu circulent sous le manteau, nourrissent les discussions, bouleversent les consciences. Leur message est clair, la France doit être réformée. Le pouvoir absolu doit être limité. La liberté et l'égalité doivent être reconnues. Ces idées, d'abord réservées aux élites, se diffusent désormais dans les villes, puis dans les campagnes. Elles offrent une explication nouvelle au malheur du peuple. Le problème, ce n'est pas seulement le prix du pain, c'est la structure du pouvoir. Face aux difficultés financières du royaume, Louis XVI doit agir. La dette est immense. L'État vit à crédit depuis trop longtemps. Les dépenses militaires, les emprunts, les coûts de la cour, la perte récente d'une partie de l'empire colonial, tout cela fragilise le trône. Le roi décide alors de convoquer les États généraux, une assemblée oubliée depuis plus d'un siècle. Officiellement, il s'agit de demander conseil au pays pour redresser les finances. En réalité, cette décision ouvre une brèche dans laquelle vont s'engouffrer toutes les frustrations accumulées. Dans chaque ville, dans chaque village, on rédige des cahiers de doléances. Le peuple y réclame du pain, des libertés, de la justice, de l'égalité. Lorsque les députés arrivent à Versailles en mai 1789, ils ne viennent pas seulement pour aider le roi, ils viennent porter l'espoir d'une nation. Le système des États généraux repose sur 3 ordres: la noblesse, le clergé et le tiers-État. Mais ce tiers-État représente, à lui seul, 86% des habitants du royaume. Avocats, notaires, médecins, commerçants, artisans, tous refusent que leur voix soit écrasée par l'alliance probable de la noblesse et du clergé. Ils demandent le vote par tête et non par ordre. Le roi hésite. Les privilégiés refusent. La tension monte. Le 20 juin, le roi ferme la salle où les députés du tiers se réunissent. Mais loin d'abandonner, plus de 300 d'entre eux se rassemblent dans la salle du jeu de paume et jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Ce serment est un séisme. Pour la première fois, une assemblée élue affirme que la souveraineté n'appartient plus seulement au roi, mais à la nation. À Paris, la situation empire. La faim pousse la population au bord de l'effondrement. La rumeur court que le roi prépare un coup de force. Des régiments se rapprocheraient de la capitale. La peur se transforme en colère. Les Parisiens s'organisent et créent une milice citoyenne coiffée d'une cocarde bleue et rouge. Il leur faut des armes. Ils prennent d'assaut les invalides, s'emparent de milliers de fusils. Mais il manque encore de la poudre. Elle est à la Bastille. Le 14 juillet, dès le matin, la foule se masse devant la forteresse. Les négociations échouent, les premiers coups de feu claquent. Le combat dure des heures. Puis, dans un vacarme assourdissant, les portes cèdent. La Bastille tombe. Les émeutiers libèrent la poudre, capturent la garnison, abattent le symbole même de l'arbitraire. Partout en France, l'écho de cet événement résonne comme un tonnerre. Les nobles redoutent une guerre civile. Les paysans, persuadés que des complots se trament contre eux, incendient des châteaux, détruisent des archives. Ce mouvement, appelé plus tard la Grande Peur, plonge le royaume dans une atmosphère de panique. Le roi ne maîtrise plus rien. Versailles tremble. Dans la nuit du 4 août, face à l'effondrement général de l'ordre ancien, les députés votent une mesure inimaginable quelques mois plus tôt, l'abolition des privilèges. Dîmes, droits seigneuriaux, privilèges fiscaux, tout disparaît d'un trait. Quelques semaines plus tard, les députés rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant l'égalité devant la loi, la souveraineté de la nation, la liberté individuelle. Mais ces textes, aussi grandioses soient-ils, doivent être ratifiés par le roi. Or, Louis VI hésite, tergiverse, recule. Le peuple ne lui pardonne pas. Les 5 et 6 octobre, des milliers de femmes marchent sur Versailles. Affamées, épuisées, mais déterminées. Elles exigent du pain. Elles exigent la ratification des décrets. Elles exigent que le roi quitte Versailles. Louis VI finit par céder. La famille royale quitte son palais et s'installe aux Tuileries, au cœur de Paris. Le symbole est immense. Le roi n'est plus au-dessus de son peuple. Il est au milieu de lui,
Et ce peuple ne le lâchera plus. En à peine 6 mois, l'absolutisme est tombé. La féodalité est abolie. Une nouvelle vision de la société naît, fondée sur la liberté, l'égalité et la souveraineté nationale. Mais rien n'est encore assuré. La Constitution n'est pas terminée. Le roi accepte-t-il vraiment sa perte de pouvoir? L'armée? Les nobles? Les pays étrangers? Comment vont-ils réagir face à cette France nouvelle? Le vent de la Révolution souffle, et personne ne sait encore s'il apportera la paix ou la tempête. Versailles est désormais vide. La salle du jeu de paume est silencieuse. La Bastille n'est plus qu'un champ de ruines. Dans les rues de Paris, une aube nouvelle se lève, fragile comme un fil, brillante comme une promesse. La Révolution vient de naître, et son écho résonnera dans le monde entier.